Des flics à deux roues, il y a des flics militaires, des flics au garde à vous, il y a des flics en roller et des flics en concours. Il y a des flics sur les toits, il y a des flics dans la boue, il y a des flics chez moi, des flics sur mes genoux, il y a des flics dans ta tête, des flics dans tous les trous, il y a des flics à paillettes qui brillent quand on les secoue. Il y a des flics pour toi et moi. Et puis maintenant y a des flics qui se déguisent en civils pour protéger d'autres flics qui se baladent en ville. Sans oublier les civils qui se déguisent en flics parce que c'est cool d'être flic pour matraquer des civils. Il y a des flics pour toi et moi. Il y a des flics, on a le choix. Il y a des flics pour toi et moi. Dommage que t'aimes pas ça. Il y a tellement de flics à collectionner. On peut se les échanger. Y'en a même qui brillent dans la nuit. Il y en a de très très rares qui disent merci. Wouh. Bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère que vous en passez des bonnes. C'est Jouer Sociologue, voilà. J'adore parler avec cet écho, c'est énorme. En fait, maintenant, j'ai trouvé le truc pour vous faire participer dans le chat très rapidement. En fait, ce que je fais, c'est que je fais exprès de prendre une voix agaçante. Et comme ça, vous avez absolument envie de me faire fermer ma gueule. Voilà. C'est l'astuce. C'est l'astuce. Voilà. Tout. Allô, allô. En plus, je sais pas pourquoi, mais j'adore la perche de ce micro. Voilà. Parce que sociologie, j'ai reçu ce super bouquin de Céline Bessières et Sybille Golac, Le genre du capital. Et ça parle justement de comment le capitalisme, à travers l'enjeu familial, c'est un enjeu qui produit et reproduit des violences de genre, mais surtout un morcellement des femmes. Et un accaparement de celle-ci, un jeu de capitaliste où on capitalise sur les femmes, hein, d'une certaine manière, et où tout le système capitaliste repose sur elles. Voilà. Fais ce qu'il faut à partir du live, revenir sur l'accueil, l'appui, revenir. Non mais c'est pas grave, c'est fini. C'est fini. Voilà. Moi j'attends l'analyse sociologique de l'univers de Star Citizen. Le jeu que ça finit le jeu. Hein. Et après là, cette nuit j'arrivais pas à dormir, du coup j'ai commencé à lire La Pensée String. Vous connaissez pas La Pensée String? Attendez, je vais vous lire le synopsis. En 1978, Monique Witting clôt sa conférence sur la pensée string par ces mots. Les lesbiennes ne sont pas des femmes. L'onde de choc provoquée par cette énoncé n'en finit pas de se faire ressentir aujourd'hui encore dans la théorie féministe et au-delà, en analysant l'aspect fondateur de la naturalité supposée de l'hétérosexualité au sein de nos structures de pensée, que ce soit par exemple de l'anthropologie structurale ou de la psychanalyse. Monique Witting met au jour le fait que l'hétérosexualité n'est ni naturelle, ni un donné. L'hétérosexualité est un régime politique. Il importe donc, pour instaurer la lutte des classes, de dépasser les catégories hommes et femmes, catégories normatives et aliénantes. Dans ces conditions, le fait d'être lesbienne, c'est-à-dire hors la loi de la structure hétérosexuelle, aussi bien sociale que conceptuelle, est comme une brèche, une fissure permettant enfin de penser ce qui est toujours déjà là. Ça vous plaît ? Si vous voulez, on lit le premier chapitre et je relance un sondage à la fin du premier chapitre. Les prémices du LGBTQ. Ah bah... Toujours été là, hein, en vrai. Toujours été là. Allez, vous savez quoi ? On va vous lire ça. Je vous lis ça. Le premier chapitre est très court. Il s'appelle la catégorie de sexe. C'est quoi une catégorie de sexe, après tout ? Qu'est-ce que c'est ? Allez, c'est parti. On va se lire ça. Vous allez voir, ça va être bien. C'est bon, vous êtes chauds les gens ?
Mais mettez plus un dans le chat, ceux qui sont vraiment chauds. Et Jill, j'ai vu que t'étais chaude. Les gens qui sont à fond. Bah, je pense que vous êtes à fond, en vrai. Après, il y a beaucoup de lurkers, évidemment. Allez, moi. Bon, allez, c'est pas grave. Je vais commencer, parce que de toute façon, personne me coupe là. Et si vous comprenez pas un traître mot de ce que j'ai dit avant, eh ben c'est pas grave. Je peux réexpliquer et je peux expliquer. Et puis vous allez voir, c'est plutôt clair comme texte. La pérennité des sexes et la pérennité des esclaves et des maîtres proviennent de la même croyance. Et comme il n'existe pas d'esclaves sans maître, il n'existe pas de femmes sans hommes. L'idéologie de la différence des sexes opère dans notre culture comme une censure, en ce qu'elle masque l'opposition qui existe sur le plan social entre les hommes et les femmes, en lui donnant la nature pour cause. Le masculin, féminin, le mâle, femelle sont les catégories qui servent à dissimuler le fait que les différences sociales relèvent toujours d'un ordre économique, politique et idéologique. Tout système de domination crée des divisions sur le plan matériel et sur les plans économiques. Par ailleurs, les divisions sont rendues abstraites et mises en concept par les maîtres, et plus tard par les esclaves, lorsque ceux-ci se révoltent et commencent à lutter. Les maîtres expliquent et justifient les divisions qu'ils ont créées en tant que résultat de différences naturelles. Les esclaves, lorsqu'ils se révoltent et commencent à lutter, lisent des oppositions sociales dans ces prétendues différences naturelles. En gros, c'est très simple. D'un côté, vous avez justement les maîtres qui justifient l'accaparement et la possession de l'ensemble des moyens de votre existence, et de l'autre, vous avez les esclaves, les dépossédés, ceux qui ne sont pas possédants. Et le maître ira toujours dans le sens de dire « c'est pas politique, c'est naturel ». La nature des choses est ainsi. La nature humaine est ainsi. Vous serez exploité, torturé, dominé, mais sachez une chose, ce n'est que le naturel. Il n'y a pas de sexe. Il n'y a de sexe que ce qui est opprimé et ce qui opprime. C'est l'opposition qui crée le sexe et non l'inverse. L'état serait de dire que c'est le sexe qui crée l'oppression, ou de dire que la cause, l'origine de l'oppression, doit être trouvée dans le sexe lui-même, dans une division naturelle des sexes qui préexisterait à ou qui existerait en dehors de la société. J'espère que ça va avec la musique. Vous me dites hein, si le son est pas bon. Le primat de la différence est tellement constitutif de notre pensée qu'il l'empêche d'opérer le retournement sur elle-même, nécessaire à sa mise en question pour en appréhender précisément le fondement constitutif. Appréhender une différence, en termes dialectiques, consiste à rendre manifeste des termes contradictoires qui doivent trouver résolution. Comprendre la réalité sociale, en termes dialectiques matérialistes, revient à appréhender les oppositions entre classes, terme à terme, et à les réunir sur le même copule, un conflit dans l'ordre social en soi, qui est aussi une résolution, une abolition dans l'ordre social, des contradictions apparentes. En gros, ramener l'idée qu'il y a une dialectique entre le bon, le mauvais, le bien, le mal, mais aussi entre le dominant et le dominé, c'est rappeler que ce sont des choix politiques qui suivent un ordre logique, car c'est un ordre qui a été pensé pour être politique, idéologique, social et économique. À aucun moment, c'est un ordre qui serait issu finalement d'une nature des choses. Quand elle dit le mot copule, sous la même copule, elle entend sous un même conflit dans l'ordre social. La lutte des classes est précisément ce qui permet de résoudre la contradiction entre deux classes opposées, en ce qu'elle les abolit au moment même où elle les constitue,
et les révèle en tant que classe. La lutte des classes entre les femmes et les hommes, et qui devrait être entreprise par toutes les femmes, est ce qui résout les contradictions entre les sexes à les abolir au moment même où elle les rend compréhensibles. Il faut remarquer que les contradictions relèvent toujours de l'ordre matériel. L'idée qui m'importe ici, c'est avant tout le conflit, la révolte, la lutte. Il n'y a pas de catégorie d'opposition, mais seulement des catégories de différence. Et ce n'est qu'au moment où la lutte éclate que la violence des oppositions et le caractère politique des différences deviennent manifestes. Car aussi longtemps que les oppositions, les différences ont l'air d'être données, d'être déjà là, naturelles, précédant toute pensée, tant qu'il n'y a ni conflit ni lutte, il n'y a pas de dialectique. Il n'y a pas de changement, pas de mouvement. En soi, pour qu'il y ait la preuve d'une dialectique, il faut qu'il y ait un conflit. Et ce que montre justement Monique Witting, c'est l'idée même que la construction genrée de notre corps, de tout ça, c'est une construction qui est extérieure à nous, qui est une politique sociale d'une certaine manière. Et si on ne la pense pas comme ça, et qu'on se dit c'est une nature, et bien finalement, c'est plus simple d'accepter. Puisque c'est la nature des choses. Vous voulez faire quelque chose contre la nature? La pensée dominante refuse de se retourner sur elle-même pour appréhender ce qui la remet en question. Et bien sûr, aussi longtemps qu'il n'existe pas de lutte des femmes, n'existe pas de conflit entre les hommes et les femmes. C'est le destin des femmes de fournir les 3/4 du travail dans la société, dans le domaine public comme dans le domaine privé. Travail auquel il faut ajouter le travail corporel de la reproduction selon le taux préétabli de la démographie. Ah oui, faites des gosses! Imaginez si vous faites pas de gosses! La société humaine est foutue! Mais qui c'est qui doit faire les gosses? Le groupe dominant ou le groupe dominé? Ah mais les gosses ça se fait à deux. Oui mais qui va garder les enfants? Qui va faire la lessive? Qui va s'occuper la plupart du temps du travail domestique gratuitement? Ah oui, et des gosses blancs évidemment. Être assassiné et mutilé, être torturé et maltraité physiquement et mentalement, être battu et être forcé à se marier, tel est le destin des femmes. Et bien sûr, on ne peut pas changer le destin. Les femmes ne savent pas qu'elles sont totalement dominées par les hommes, et lorsqu'elles l'admettent, elles peuvent à peine le croire. Et le plus souvent, en un dernier recours face à la réalité mue et crue. Elles refusent de croire que les hommes les dominent en pleine connaissance de cause. Parce que l'oppression est bien plus hideuse pour les opprimés que pour les oppresseurs. De leur côté, les hommes savent parfaitement qu'ils dominent les femmes. « Nous sommes les maîtres des femmes », dit André Breton. Et ils sont formés pour le faire. Ils n'ont pas besoin de l'énoncer constamment, car l'on parle rarement des dominations au sujet de ce que l'on possède déjà. Quelle est donc cette pensée qui refuse de faire retour sur elle-même, qui ne remet jamais en cause ce qui la constitue au premier chef? Cette pensée est la pensée dominante. Cette pensée affirme qu'il existe un déjà là des sexes, quelque chose qui précède toute pensée, précède toute société. Cette pensée est la pensée de ceux qui gouvernent les femmes. Dans l'idéologie allemande, Karl Marx et Friedrich Engels écrivent la chose suivante. Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes. Autrement dit, la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est aussi la puissance dominante spirituelle. La classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose du même coup des moyens de la production intellectuelle, si bien que l'un dans l'autre, les pensées de ceux qui sont refusés les moyens de production intellectuelle sont soumises du même coup à cette classe dominante. Les pensées dominantes ne sont pas autre chose que l'expression idéale des rapports matériels dominants. Elles sont ces rapports matériels dominants, saisis sous forme d'idées, dans l'expression des rapports qui font d'une classe la classe dominante, autrement dit, ce sont les idées de sa domination. En gros, pour Marx et Engels, si vous avez d'une certaine manière pas les moyens de produire à la fois
intellectuellement et à la fois matériellement quelque chose, eh ben, vous serez parmi les non-possédants, d'une certaine manière. Et les non-possédants, bah, ils ont pas trop leur plume dans l'histoire. Ils n'ont pas trop de voix au chapitre. Et quand vous n'avez pas voix au chapitre alors que vous êtes opprimé, eh ben, vous pouvez même pas dénoncer votre oppresseur. C'est plutôt sympa d'ailleurs comme idée, parce que d'une certaine manière, vous donnez la légitimité à vos dominants de vous dominer. Après tout, eux, ils ont les moyens de production intellectuelle, vous ne les avez pas. Ils ont les grandes écoles, les grandes facs, les grands éditeurs sont des hommes. Par contre, vous, en tant que femme... Bon, là, il parle pas des femmes et des hommes, mais clairement, il parle quand même d'une question de classe. Question de classe entre quelqu'un qui est prolétaire et quelqu'un qui est, je sais pas, moi, bosse dans la finance, l'industrie, qui connaît des amis, d'amis, qui travaillent dans les médias, etc. Bon, et quand je dis médias, je parle de la presse à l'époque. Hein. Vous n'avez pas la télé. Voilà, et ça se barre dans des machins ésotériques bizarres type féminin sacré au lieu de se politiser et développer une conscience de classe. Ah, ça, Nomadicat, je suis d'accord. Mais c'est intéressant, même en tant qu'homme, faut lire ces ouvrages. Hein. Ayez connaissance de vos privilèges. Ayez connaissance de vos privilèges et acceptez que ce n'est pas ça qui doit vous définir dans vos rapports sociaux, etc. Bon, là, je fais un peu de la psychologie de comptoir, mais voilà, vous avez compris l'idée quand même. Cette pensée qui est fondée sur le primat de la différence est la pensée de la domination. La domination fournit aux femmes un ensemble de faits, de données, d'a priori qui, pour discutable qu'ils soient, forment une énorme construction politique, un réseau serré qui affecte toutes nos pensées, nos gestes, nos actes, notre travail, nos sensations et même nos relations. Où que l'on se tourne, la domination nous apprend qu'avant toute pensée, avant toute société, il y a deux sexes. En fait, des catégories d'individus nés avec une différence constitutive, une différence qui a des conséquences ontologiques. C'est l'approche métaphysique. Qu'avant toute pensée, avant tout ordre social, il y a deux sexes qui sont naturellement, biologiquement, hormonalement ou génétiquement différents et que cette différence a des conséquences sociologiques. L'approche scientifique. Bon, moi je la dirais biologiste. Hein. Qu'avant toute pensée, avant tout ordre social, il y a une division naturelle du travail dans la famille. Une division du travail qui n'est originellement rien d'autre que la division du travail dans l'acte sexuel. Approche marxiste. Quelle que soit l'approche, l'idée reste fondamentalement la même. Les sexes, en dépit de leurs différences constitutives, doivent inévitablement développer des relations de catégorie à catégorie. Lorsqu'elles appartiennent à un ordre naturel, ces relations ne peuvent pas être considérées comme des relations sociales. Ontologique, ça veut dire qui est le fait humain, d'une certaine manière, qui en fait relève de l'existence. Ouais, de son rapport à l'être, c'est ça. Pardon, je me retrouve où j'en suis. Puisqu'elles appartiennent à un ordre naturel, ces relations ne peuvent pas être considérées comme des relations sociales. Cette conception qui imprègne tous les discours, y compris ceux du sens commun, est la pensée de la domination. En gros, l'ensemble de ces discours est constamment renforcé à tous les niveaux de la réalité sociale et masque la réalité politique de la subjugation d'un sexe par l'autre. Le caractère obligatoire de la catégorie en soi, qui constitue la première définition de l'être social par son état civil. Et tout cela, bien que la catégorie de sexe n'ait pas d'existence a priori avant toute société, en tant que catégorie de domination, elle ne peut pas être le produit de la domination naturelle. Elle est le produit de la domination sociale des femmes exercée par les hommes, car il n'y a pas de domination sociale. De domination que sociale. Pardon, car il n'y a de domination que sociale. Ça reste obscur. Alors, pour expliquer en gros, dans la forme ontologique de la chose, hein, c'est qu'en gros, quand il dit, en reprenant l'approche métaphysique, hein, avant toute pensée, avant toute société, il y a deux sexes, en fait des catégories d'individus, nés avec une différence constitutive, une différence qui a des conséquences ontologiques. Donc, en fait, le fait qu'il y ait deux sexes avant même votre naissance, que vous allez être catégorisé dedans,
Ben, si d'après une approche métaphysique, tout simplement logique, hein, l'idée, c'est que d'une certaine manière, c'est ça qui va nommer, d'une certaine manière, votre vision de votre existence. Je suis pris dans deux sexes. Et elle, ce que explique Monique Witting là, c'est que justement toutes ces approches, elles ont différentes, elles sont fondamentalement les mêmes d'une certaine manière. En gros, le sexe, on considère que c'est naturel et que c'est qu'après coup qu'on va déterminer d'une certaine manière l'impact qu'il aura sur la société. Sauf que non, ça n'a rien de naturel. En fait, le sexe, c'est un rapport social. Et donc, là où il y a un rapport social, il y a de la domination sociale. La catégorie de sexe est une catégorie politique qui fonde la société en tant qu'hétérosexuelle. En cela, elle n'est pas une affaire d'être, mais de relation. Car les femmes et les hommes sont le résultat de relations. La catégorie de sexe est la catégorie qui établit comme naturelle la relation et qui est la base de la société hétérosexuelle et à travers laquelle la moitié de la population, les femmes, sont hétérosexualisées. La fabrication des femmes est semblable à la fabrication des eunuques, à l'élevage des esclaves et des animaux, et soumise à une économie hétérosexuelle, car la catégorie de sexe est le produit de la société hétérosexuelle, qui impose aux femmes l'obligation absolue de la reproduction de l'espèce, c'est-à-dire de la reproduction de la société hétérosexuelle. En gros, pour résumer, vous voyez tous cet ami-là qui vous balance d'un coup « Ah ben moi, il faut absolument que j'ai des enfants parce que c'est mon objectif dans la vie. » Bon, bah il n'y a pas de souci, elle fait ce qu'elle veut de son corps, etc. Mais vous allez voir d'autres gens qui vont arriver et qui vont dire « Ah ben moi, j'aimerais bien que ma femme, elle ait un gosse quand même hein, avec moi. Parce qu'il faut perpétrer l'espèce humaine, l'héritage, etc. » Et là, vous vous rendez compte d'un truc assez important et embarrassant à la fois. Vous vous rendez compte que en fait, la fonction biologique au XXIe siècle apparaît toujours comme une raison vraisemblable apparemment pour avoir un gosse. Ouais. Alors c'est bizarre dit comme ça, parce qu'avoir un gosse, c'est un fait biologique. Hein. Mais oui, mais un fait biologique basé sur quoi exactement? Si on suit la logique de Monique Witting, elle nous explique que cette logique, elle est avant tout une conception de classe, un rapport finalement conflictuel et un rapport surtout de domination. L'enjeu des gosses, l'enjeu de procréer n'est pas un enjeu libre pour les personnes qui font procréer. C'est une condition. Pardon, je vais marquer je vais mettre en épinglé le nom du livre. Et n'hésitez pas à me reprendre hein, si vous trouvez que je dis une connerie ou quoi, il n'y a pas de souci. Genre j'ai des gonades dont je suis fait pour procréer, exactement, vous voyez. Sans que ça permet d'asseoir la domination et de la pérenniser en quelque sorte, c'est ça. Ou plus de la légitimer. Bah, de la pérenniser, de la pérenniser dans l'idée de la reproduction, parce que la reproduction serait quelque chose d'inné et de naturel. C'est pas juste on fait un gosse, c'est on fait un gosse pour devenir mère, pour devenir grand-mère, pour devenir avec des petits-enfants, etc. En gros, pris dans l'aspect du patriarcat, faire des gosses, bah, c'est un enjeu de soumission presque, d'une certaine manière. L'obligation de la reproduction de l'espèce qui incombe aux femmes est le système d'exploitation sur lequel se fonde économiquement l'hétérosexualité. La reproduction consiste essentiellement en ce travail, cette production par les femmes qui permet aux hommes de s'approprier tout le travail des femmes. Il faut inclure ici l'appropriation du travail qui est associé par nature à la reproduction. Élever les enfants, les corvées domestiques. Cette approche et cette appropriation du travail des femmes s'effectue exactement de la même manière que l'appropriation du travail de la classe ouvrière par la classe dominante. On ne peut pas dire que l'une de ces deux productions, reproduction, est naturelle.
et que l'autre est social. Pourquoi ça se fait de la même manière, cette idée parce que, justement, elle l'explique après, mais grosso modo, ça se fait de la même manière parce que c'est une forme d'appropriation dans la redistribution de votre statut. En gros, en tant que femme, bah, tu auras plus de chances de t'occuper des corvées, de t'occuper des gosses, de t'occuper de plein de trucs comme ça, des affiliations, des histoires familiales, etc. Bref, t'es pris dans un jeu matrimonial assez gênant. Et ce qu'il explique, c'est qu'en fait, pour les ouvriers, bah, c'est un peu la même chose d'une certaine manière. En gros, on vole votre travail. Parce que ceux qui s'accaparent tous les mérites de ça, c'est les hommes. Pour expliquer ça, on va prendre mieux. Voilà. On avait dit qu'on faisait pas de... vous vous souvenez qu'on avait dit que d'une certaine manière, il y avait à la fois le sérieux et le pas sérieux qui avait été dégagé. Bah écoutez, je vais vous montrer ce que montre Witting, en fait, d'une certaine manière. Alors. Hop, allemand. Sous-titres, traduit automatiquement. Oh. Évidemment, il me propose pas français. Bingo. Ok. Bon, je vous montre ça. Voilà. Un exemple très intéressant que va vous montrer Philosophie Tube. For example, imagine a 1950s dude named Bert Mansley who goes to work at the Chrysler dealership every morning. Well, before he goes in, somebody has to cook his breakfast, and iron his shirts, and clean his home, and talk to him when he's depressed, and f*** him when he's horny, and birth and raise little Bert Jr. so he can be a Chrysler dealer someday, and all of that stuff is social reproduction. And it's all done by Mrs. Mansley, who isn't paid a penny and who secretly wants to dance naked in the moonlight with the girl next door. And by the way, this sucks for Bert too. The lonely 9-to-5 grind at the Chrysler dealership leaves him no time to take care of himself or raise his children. That's why he needs a domestic servant/wife. Men aren't the enemy. The 70s feminists were saying that experiences like mine, where a woman does work and a man takes the credit, that's not just a bug in the system. The entire economy is built on that. We don't live in the 1950s anymore. Women work alongside men and we earn on average more than we used to. However, in straight households, the majority of chores are still done by women even when we're the primary breadwinners. And whilst many of us may not be literal housewives, we're often still expected to embody those supposedly natural female virtues in the workplace. To manage men's emotions, to soothe their egos, to take the notes and fetch the coffee, even though that's not in the contract, to smile sweetly, to be assertive, but not in the way that men are assertive, because now you're being a When I read this philosophy, suddenly so much of my working life made sense. We're all Voilà. C'est la question justement de comment vous retrouvez-vous en fait dans ce jeu-là. Une mécanique perverse de mes enfants prendront soin de moi quand je serai vieux et le cycle est infini. Bah oui, mais en même temps, genre la mécanique se fait à ton détriment à la base, en fait. Parce que justement, c'est de ça que parle justement Philosophie Tube, assez intéressant. C'est que d'une certaine manière, vous allez forcément être dévoré de par les attentes qu'a la société envers vous. Vous pouvez être mère et avoir une forme d'autonomie, mais n'oubliez pas une chose, vous resterez aux yeux de la société une mère. Donc vous aurez des devoirs. Et ces devoirs, ils seront beaucoup plus attendus de votre part que de votre mari. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente. Il y a un travail entier là-dedans dessus. Ah oui, parce que vous savez, les Soraliens là qui vous disent « Oh, mais les femmes, elles sont avantagées. À chaque fois, c'est elles qui gardent le gosse, qu'il y a la garde dans les familles monoparentales. » Ben, spoiler, c'est les femmes parce qu'on attend d'elles que ce soit elles qui s'occupent du gosse. Parce qu'on n'attend pas que ce soit le mari. Et souvent, c'est en leur défaveur. Les pères ne payent pas les pensions, la plupart du temps. Et en plus de ça, elles se retrouvent à se coltiner, à être payées au SMIC toute leur vie, à devoir essayer d'acheter des chaussettes à leurs gosses.
Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui l'invente, ça. Regarde, c'est même dans l'intro de ce livre. Bienvenue dans ce live exceptionnel, en direct exceptionnellement. Voilà. Elle s'appelle Ingrid. Son nom répandu en Normandie signifie le vassal d'un seigneur lui-même vassal. Le vavasseur. Ingrid est née en 1987. Que je pouvais parler ici sans être coupé, que Bonsoir Sentier Battant, bonsoir à toi. J'ai assisté évidemment à Jouer Sociologue, merci, abonnez-vous. Pardon. On est en train de lire Monique Witting, mais j'ai fait une interstice par Philosophie Tube et je refais une interstice par justement le genre du capital. Donc, vous suivez? Tout va bien? Bref, exemple de justement comment les femmes se retrouvent dans une situation en leur défaveur en faisant des gosses dans un couple hétérosexuel. Ingrid est née en 1987 dans l'Eure, non loin des boucles de la Seine. Avec ses 3 frères et sœurs, elle a été élevée par sa mère, une femme de ménage devenue par la suite auxiliaire de vie. Un père violent et alcoolique régulièrement pris en charge par l'armée du salut aux abonnés absents. À 16 ans, Ingrid quitte le foyer maternel sans diplôme. Elle enchaîne des petits boulots de serveuse, caissière, opératrice de téléphonie et se marie. 2 enfants naissent. 1 an après la naissance du second, elle divorce. Ingrid a alors 24 ans. Tout en étant sapeur-pompier dans un centre de secours, la nuit, elle suit une formation d'aide-soignante. Ingrid occupe cet emploi, d'abord comme contractuelle de la fonction publique, puis dans une clinique privée à Rouen. Elle a renoncé à devenir infirmière, car elle n'avait pas les moyens de payer les formations. En 2018, elle gagne 1 250 € par mois, touche 95 € d'allocation logement et 200 € de pension alimentaire, en tout, pour ses 2 enfants âgés de 8 et 13 ans, dont elle a la garde. Elle vit dans une petite maison en location à Pont-de-l'Arche et doit mettre ses enfants à la garderie pour aller travailler à Rouen, à 25 km de là. Ses vacances se résument en 3 jours par an en camping au Mont-Saint-Michel. Elle a du mal à acheter des baskets à ses enfants et à remplir le frigo chaque mois. Ingrid a supprimé toutes les dépenses pour elle-même. Pas de coiffeur, pas de sport, pas de resto. De toute façon, elle n'a guère de temps. Seulement un week-end sur 2 quand ses enfants sont chez leur père. C'est le fameux slogan « Il n'y a pas plus opprimé que le prolétaire, sa femme ». Il y a plus opprimé que le prolétaire, sa femme. Bah, c'est un peu ça l'idée. Bah, en fait, il faut pas le voir comme une addition, mais comme une imbrication de choses. Si vous êtes un homme, enfin, si vous êtes une femme noire, trans, vous êtes méga dans la merde, en théorie. Mais si vous êtes une femme noire, trans, ce qui a peu de chance d'être, mais que vous êtes riche, c'est ça qui a peu de chance d'être, hein, pas le fait d'être une femme noire trans, hein, précise, dans ce cas, vous serez dans la merde. Enfin, vous serez moins dans la merde. Oui, vous pouvez ajouter le handicap d'ailleurs, c'est vrai. C'est un truc qui n'est pas pris en compte la plupart du temps dans les études. Mais voilà, vous voyez. Bref. On ne peut pas dire que l'une de ces deux reproductions est naturelle et que l'autre est sociale. Ces arguments n'est que la justification théorique et idéologique de l'oppression, un argument pour faire croire aux femmes qu'avant la société et que dans toutes les sociétés, elles sont soumises à cette obligation de la reproduction. Pourtant, de la même manière que nous ne savons rien du travail et de la production sociale en dehors de tout contexte d'exploitation, nous ne savons rien de la reproduction de la société en dehors de son contexte d'exploitation. La catégorie de sexe est le produit de la société hétérosexuelle, dans laquelle les hommes s'approprient pour eux-mêmes la reproduction et la production des femmes, ainsi que leur personne physique, au moyen d'un contrat qui s'appelle... Il s'appelle comment le contrat? Pour s'approprier à la fois le contrat, le contrôle physique des femmes... le mariage, le contrat de mariage, exactement. Bravo, félicitations. Pardon. J'adore ce truc. Faut m'arrêter. Hein. Le contrat qui lie une femme à un homme est en principe... comparer ce contrat avec le contrat qui lie un travailleur à son employeur. Le contrat qui lie une femme à un homme est en principe un contrat à vie que seule la loi peut briser. Le divorce. Il assigne à cette femme certaines obligations, y compris un travail non rémunéré. Son travail, le ménage, élever les enfants, ainsi que ses obligations, cession de la reproduction mise au nom du mari,
coït forcé, cohabitation jour et nuit, assignation à résidence, comme le sous-entend la notion juridique d'abandon du domicile familial. Enfin, domicile conjugal, pardon. Ça signifie que la femme, en tant que personne physique, appartient à son mari. Le fait qu'une femme dépende directement de son mari est implicite dans les règles généralement observées par la police, qui est de ne pas intervenir lorsqu'un mari bat sa femme. La police intervient au titre de plainte pour coups et blessures lorsqu'un citoyen bat un autre citoyen. Mais une femme qui a signé un contrat de mariage a par là même cessé d'être une citoyenne ordinaire, protégée par la loi. En effet, la police exprime ouvertement sa répugnance à intervenir dans les affaires domestiques, par opposition aux affaires civiles, où l'autorité de l'État n'a pas à intervenir directement puisqu'elle est relayée par celle du mari. Il suffit d'aller dans des refuges pour femmes battues pour voir jusqu'à quel point cette autorité peut être exercée. Du coup, politiquement, ça mènerait à quelles mesures politiques pour contrer ça? Ah ben ça c'est intéressant. Mais le contrat de mariage n'est pas un peu avantageux quand même au niveau matériel en cas de divorce? Alors oui, vous avez l'idée qu'il y a une séparation transversale des biens. C'est-à-dire qu'en gros, typiquement, s'il n'y a pas d'accord échangé, la moitié des biens pour la femme, la moitié des biens pour le mari. Mais, attention, c'est les biens obtenus pendant le mariage, donc les biens qui sont obtenus d'avance par patrimoine ne sont pas pris en compte. Mais, si c'est du patrimoine qui est pris pendant le cas du mariage, c'est divisé en deux. Par contre, vous avez des obligations à respecter. Par exemple, ne pas aller coucher avec une autre personne pendant le mariage. Car ça peut être une raison, alors je ne sais plus le terme exactement juridiquement, mais en gros, ça peut être une circonstance aggravante d'une certaine manière, où on considère que, grosso modo, dans le couple, il y a quelqu'un qui a fauté. Hein. Voilà. Et en plus, s'ils ont des preuves, alors là, c'est niqué. Mais le contrat de mariage n'est pas... alors, en fin de mariage, un délit de non partager des tâches ménagères. Oui, ça peut arriver. Imaginez, par exemple, vous êtes en divorce, d'accord ? Non, vous êtes chez vous. Il y a un des gosses qui se blesse, d'accord? Imaginons que c'est parce que, je sais pas, il y a de la javel qui n'a pas été rangée dans un placard. Le gosse se noie dans de la javel. Un truc horrible, hein. Il se noie, il y a une bassine de javel, il se noie dedans. Allez comprendre comment, bref. Eh ben, on dira sans doute, ah bah le mari il était pas là. Et on dira, ah bah c'est la négligence de la femme. Parce que le sexisme, il est aussi dans la tête des juges et des avocats. Et oui les amis. Et on dira à cette femme, pourquoi vous n'avez pas été là? Et cette femme dira peut-être, je suis allé chercher des clopes 2 minutes parce que j'en pouvais plus car mon mari me tabasse quotidiennement et j'avais besoin de supporter un moment de relaxation. C'était des exemples de mesures politiques parce qu'en fait, à part mettre fin au patriarcat, ce qui ne décrète pas bien sûr, je vois pas comment agir concrètement. Bon, déjà, évidemment, vous avez le premier truc qui vient en tête, c'est le lesbianisme politique. Hein. En gros, vous ne me mettez pas dans un contexte hétérosexuel, vous me mettez uniquement dans un contexte lesbienne. Pourquoi? Parce qu'habituellement, 2 femmes ensemble, c'est toujours mieux qu'un homme qui vous fait chier et reproduit des stéréotypes de normes masculines, à savoir celle de ne pas prendre en compte votre consentement, votre plaisir, et même qui pense que le désir est plus important que le plaisir. Waouh. Ou l'inverse, je sais plus. Bref, vous voyez un peu l'idée, quoi. Ensuite, vous avez d'autres dimensions qui sont possibles. Par exemple, tout simplement, faire en sorte de vous éduquer déjà les hommes, en fait, pour commencer. Et d'ailleurs, c'est pas anodin que ce genre de livre finisse par atterrir dans des étagères de mecs cis. Donc, quelque part, c'est plutôt positif. Ça montre que rendre compte de ces phénomènes, déjà, est un premier levier pour lutter. C'est ce qu'elle disait, justement. Les esclaves qui lisent les questions de leurs conditions, qui récupèrent les moyens d'intellectualiser ce qui leur arrive, c'est le meilleur moyen de lutter contre l'esclavage. En tout cas, c'est un début. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que ça s'accompagne d'action, mais c'est déjà une action en soi. Dénoncer, ce n'est pas abdiquer. Là, je suis en roue libre. Arrêtez-moi des fois si je dis des conneries. Autant je suis d'accord sur le fait d'éduquer les hommes, autant j'aurais tendance à penser que les hommes, dont je fais partie, forcément reproduiront des rapports patriarcaux. Mais exactement. Mais et attention, quand je dis d'éduquer les hommes, c'est les hommes qui peuvent s'éduquer eux-mêmes, hein, aussi. Mais voilà. Même s'il ne faut pas prendre comme excuse pour pas agir, bien sûr. Exactement ce que font les incels, d'ailleurs, à la plupart du temps. Abolir les hommes. Bien, Edgil. Sinon, on peut abolir le genre. C'est aussi une thématique.
Mais le problème, c'est que le genre est une chose très difficile à déconstruire et en réalité, il y a toujours ça. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a des personnes non-binaires, il y a des personnes queer, etc. Et on est très, très, très heureuse qu'elles existent. Et d'ailleurs, on n'a pas d'ailleurs à juger de pourquoi elles existent ou pas. Mais ça permet justement aussi de rendre compte que cette déconstruction, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail qui demande du temps, de l'expérience, des connaissances et surtout d'être soi, en fait. De chercher à être soi dans un monde invariablement qui va mettre des normes autour de vous. Voilà. Vous êtes pris dedans. Vous avez les normes et démerdez-vous avec. Et elles seront toujours là. Sauf que vous pouvez jouer avec ces normes. C'est le principe de l'habitus. Hein. Bref, Bourdieu, tout ça. Donc, le gros mépris de classe. Évidemment que tout le monde n'a pas lu Bourdieu, Jimmy. Bref, pardon. Je suis pas convaincu, j'avoue. Bah, en même temps, je suis pas là pour convaincre. Hein. Je veux dire, même moi, je trouve que c'est complexe. Alors, excusez-moi, du coup, je me suis perdu. Ah, voilà. Le fait qu'une femme dépende directement de son mari est implicite dans la règle généralement observée par la police. Non, pardon, ça je l'ai dit. La catégorie de sexe est le produit de la société hétérosexuelle qui fait de la société de la moitié de la population des êtres sexuels, en ce que le sexe est une catégorie à laquelle les femmes ne peuvent pas sortir. Voilà. Alors évidemment, quand elle parle de sexe, on peut aussi entendre parler de genre. Où qu'elle soit, quoi qu'elle fasse, y compris lorsqu'elle travaille dans le secteur public, elles sont vues et rendues sexuellement disponibles pour les hommes. Et elles, seins, fesses, vêtements, doivent être visibles. Elles doivent aborder leur étoile jaune, leur éternel sourire jour et nuit. On peut dire que toutes les femmes mariées ou non doivent effectuer un service sexuel forcé. Un service sexuel qui peut être comparé au service militaire et qui peut durer. C'est selon un jour, un an, 25 ans ou plus. Quelques lesbiennes et quelques religieuses y échappent, mais elles sont très peu nombreuses. Bien que leur nombre augmente, si les femmes sont très visibles en tant qu'êtres sexuels, en tant qu'êtres sociaux, elles sont totalement invisibles en tant que telles. Elles doivent se faire aussi petites que possible et toujours s'en excuser. Mais s'il faut qu'elle soit toujours disposée sexuellement pour les hommes, ne voit pas qu'elle soit facile. Oui, il faut pas... Ben oui, c'est mal vu. À la fois, les hommes... Mais ça, attention, la masculinité et les rapports sociaux des sexes n'est pas du tout emprunt à ne pas avoir de l'illogisme ou des paradoxes. Hein. Genre, à la fois, il faut qu'elle soit disponible, mais à la fois pas trop, sinon c'est une... voilà. Par contre, un homme très disponible, alors ça, c'est charmeur. Il est charmant. Il est avenant. Il est séducteur. C'est un donjon. Alors par contre, une femme disponible, oh mon Dieu! Mais attention, disponible, ça veut pas dire... Ça veut dire qu'elle est lancée sur un marché. Voyez? Que vous pouvez la conquérir. Il suffit de lire les interviews de femmes exceptionnelles dans les magazines pour entendre leurs excuses. Et de nos jours encore, les journaux rapportent que 2 étudiants et une femme, ou 2 avocats et une femme, ou 3 voyageurs et une femme ont été vus faisant ceci ou cela. Car la catégorie de sexe est la catégorie qui colle aux femmes parce qu'elles ne peuvent pas être conçues en dehors de cette catégorie. C'est marrant parce que le parallèle médiatique me fait énormément penser à ces articles, vous savez, qui racontent que 2 étudiants et un musulman. Vous le connaissez celui-là? C'est le musulman. Je veux dire, il est dans le titre, hein, il est avec les autres personnes. C'est 2 Français et un musulman. Genre musulman, c'est un pays, quoi. La musulmanie. Vous saviez pas? C'est un état-nation. Tout nouveau. Ça vient d'être créé en Ardèche. Bon, j'ai dit Ardèche au pif. Hein. Mais voyez un peu l'idée? En gros, vous n'êtes plus des êtres vivants. Vous êtes une assignation à quelque chose. Et c'est marrant parce que étudiant en soi, c'est une assignation à un statut. Et en même temps, c'est pas un statut réducteur. Par contre... femme. Alors là, oui.
Parce que d'un côté, il y a les étudiants, les hommes sérieux, et de l'autre, il y a les femmes. Vous savez, les trucs là. La catégorie de sexe est la catégorie qui colle aux femmes parce qu'elles ne peuvent pas être conçues en dehors de cette catégorie. Il n'y a qu'elles qui ne sont que sexe. Le sexe est sexe. Elles ont été faites dans leur esprit, leur corps, leurs actes, leurs gestes. Même les meurtres dont elles feront l'objet et les coups qu'elles subissent sont sexuels. Vraiment, la catégorie de sexe tient bien les femmes. C'est que les catégories de sexe est une catégorie totalitaire qui, pour prouver son existence et à ses inquisitions, ses cours de justice, ses tribunaux, son ensemble de lois, ses terreurs, ses tortures, ses mutilations, ses exécutions, sa police. Elles forment l'esprit tout autant que le corps, puisqu'elles contrôlent toute la production mentale. Elles possèdent nos esprits de telle manière que nous ne pouvons pas penser en dehors d'elles. C'est la raison pour laquelle nous devons la détruire, à commencer à penser au-delà d'elle. Si nous voulons commencer à penser vraiment, de la même manière que nous devrons détruire les sexes en tant que réalité sociologique, si nous voulons commencer à exister. La catégorie de sexe est une catégorie qui régit l'esclavage des femmes, et elle opère très précisément grâce à une opération de réduction, comme pour les esclaves noirs, en prenant la partie pour le tout. Une partie, la couleur, le sexe, au travers de laquelle un groupe humain tout entier doit passer, comme à travers d'un filtre. Il est à remarquer qu'en ce qui concerne l'état civil, la couleur comme le sexe doit être déclarée. Cependant, grâce à l'abolition de l'esclavage, la déclaration de la couleur est maintenant considérée comme une discrimination. Mais ceci n'est pas vrai pour la déclaration de sexe, que même les femmes n'ont pas rêvé d'abolir. Je dis, qu'attendons-nous pour le faire? C'est vrai qu'on y pense, bordel de merde. Dans une carte d'identité, il y a votre sexe. Ça dit quoi de votre identité? Je veux dire, qu'est-ce que ça dit de vous, le putain de sexe? Si ce n'est pour faire une distinction à la con sociale. La pensée strain. Attendez, je vais peut-être le mettre de manière plus explicite. Tac. Et on a fini ce chapitre 1. C'était rapide. Alors, attendez. Petit moment mouchoir. Ah, j'espère quand même que vous arrivez à suivre, que ça va, je suis pas trop relou, etc. Avec mes explications et tout. Mais voilà. Réel. Mais grave. Et c'est là où en plus tu vois que d'une certaine manière, il y a vraiment ce truc-là de... On va se permettre de considérer que c'est comme ça que doit être appréhendée une discrimination qui en soi est une discrimination passable, empreinte de stigmate. Genre, une femme, oh, je vais la recruter, oh, bah, elle va sans doute partir en congé maternité. Attends, une seconde. Il y a des études qui arrivent à montrer que c'est une discrimination. Qu'à l'embauche, si t'es une femme, tu peux être diminué dans certains postes de métier. Alors pourquoi on continue à mettre l'état civil? Pourquoi on continue à mettre le sexe sur l'état civil? En plus, alors qu'il y a la question du genre. En fait, c'est encore une manière d'avoir une prise sur un groupe humain par rapport à un autre. On lit le chapitre 2 ? Je vous sens un petit peu chaud par la thématique, hein, je vous avoue. Donc je me sens en sécurité pour proposer ça. Sinon, moi j'étais parti pour Frostpunk à la base, hein, mais allons-y. Spoiler, la carte d'identité n'est pas obligatoire en France. Comment ça, la carte d'identité n'est pas obligatoire en France?
Alors ça, je savais pas du tout, Nomadicat. Tu m'apprends quelque chose. Exceptionnel, en direct, exceptionnel. Et dans ce cas-là, remplacer le genre autodéterminé par le sexe serait-il mieux? Même si celui-ci serait vecteur d'inégalité. Mais pourquoi tu veux remplacer le genre par le sexe? Tu veux remplacer le sexe par le genre, tu veux dire? Oh, salut le monde d'Alia, comment vas-tu? Alors, je fais une petite pub pour le monde d'Alia, qui est une personne incroyable évidemment, et je vous invite bien entendu à aller visiter sa chaîne, parce que elle fait aussi des lectures, et c'est trop bien. Voilà, moi je regarde et je passe des bons moments en lurk ou autre. Voilà. Allez, c'est parti, on continue la suite. Donc n'hésitez pas à follow sa chaîne aussi. C'est très très cool ce qu'elle fait. Et des fois elle regarde juste des vidéos marrantes. Comme l'autre fois, c'était marrant. En vrai ça m'a fait rire. Bon allez, c'est parti, la suite. Pardon, désolé, je vous ai défoncé les oreilles. Quand on analyse l'oppression des femmes avec des concepts matérialistes et féministes, on détruit, ce faisant, l'idée que les femmes sont un groupe naturel. C'est-à-dire un groupe social d'un type spécial. Un groupe perçu comme naturel. Un groupe d'hommes considérés comme matériellement spécifiques dans son corps. C'est une citation de Colette Guillaumin, Race et Nature. Je vous conseille ce livre, mon Dieu. Non, ça c'est l'article, mais il y a un livre que Colette Guillaumin a écrit. Attendez. Colette Guillaumin, il est disponible sur internet. Je vous le conseille. Franchement, si vous voulez comprendre vraiment la question raciale, la question de genre, ou plutôt des rapports sociaux des sexes, etc., je vous conseille tellement cette sociologue. C'est tellement pertinent ce qu'elle a fait. Alors, je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah, il faut que je le retrouve son livre. Je l'ai sur mon téléphone, mais je l'ai pas ailleurs. Bon, vous marquez Colette Guillaumin. Attendez, je vous écris son nom dans le chat. Et vous trouverez des trucs. Et il y a un de ses bouquins qui est disponible. Voilà. Sexe, race et pratique du pouvoir. Oui, c'est ça, il me semble. Hein. Un livre de plus. Oh, merci beaucoup. J'avais pas vu que tu l'avais mis. Merci beaucoup. Joyeux Noël à toi, le petit monde d'Alia. Ok, mais merci beaucoup. T'es obligé d'avoir une carte d'identité. Non, aucun texte ne vous oblige à avoir une carte d'identité. Néanmoins, si vous êtes soumis à un contrôle d'identité, la procédure sera plus longue. Ah, je savais pas du tout, Nomadicat. Merci beaucoup de me l'avoir dit. Alors, par contre, tu dois être recensé. Par contre, ça c'est obligatoire. Un livre de plus dans ma liste de livres à acheter. Elle commence à être longue. Non, mais il est en PDF. Il est en PDF. Je sais qu'il est en PDF parce que, en gros... Je crois qu'il est en PDF. Attendez, je vais vous dire le nom du livre que j'ai en PDF sur mon téléphone. Faut que je le retrouve. Liste. Non. Alors, nanana, Pôle emploi. Non, surtout pas. Non. Attendez, je vais vous le retrouver. Bah, je trouve plus. Eh ben, je ne le trouve plus, je suis désolé. Choqué, déçu. Non. Bon, ben je l'ai plus. Bref. Mais oui, très pertinente. Et il faut savoir que c'est... Moi, je me sers de son article. Elle a écrit un article très bien sur la race sociale. En fait, c'est une des sociologues qui s'est servi le plus du concept de race au sens social de la chose. Et elle explique très bien dans un article de 1984 où elle explique que c'est parce que... en gros, quand quelqu'un vous dit que vous êtes raciste parce que d'un coup vous invoquez la notion de race, etc., vous dites que
il n'existe pas de race biologique. Par contre, au nom de la prétendue existence de race biologique, des gens ont été tués, massacrés et sont meurtris et toujours encore stigmatisés dans la société. Et donc, il y a donc une race sociale, car il y a des rapports sociaux de pouvoir à travers la notion raciale. Voilà. Vous l'avez, vous pouvez le clipper, vous le relancez et puis voilà. Voilà. Pour contrer les discours Columbine. Ouais, totalement. Pardon, du coup, je suis désolé, je me suis complètement perdu dans cet interstice. Bon, on revient donc. Ce que l'analyse accomplit dans l'ordre des idées, la pratique le rend effectif dans l'ordre des faits. L'ordre des idées, l'ordre des faits. Par sa seule existence, une société lesbienne détruit le fait artificiel, social, qui constitue les femmes en un groupe naturel. Ah oui. Vous imaginez, naturellement, elle est censée faire des gosses, et là, d'un coup, elle se met avec une autre femme. C'est pas possible! Une société lesbienne démontre pragmatiquement que la division à part des hommes dont les femmes ont été l'objet politique et que nous avons été reconstruites idéologiquement est un groupe naturel. En gros, à la base, il y avait des divisions qui existaient, hommes-femmes, mais aussi femmes-femmes, par exemple. Il y avait différents groupes sociaux qui se faisaient. Et en fait, on a considéré d'un coup que non, la vraie nature, c'était l'hétérosexualité. Donc tout le monde, finalement, une femme, un homme, un papa, une maman, voilà. Hein, sinon, que va dire Jean-Jacques Bourdin, quoi. Dans le cas des femmes, c'est quoi le nom de l'idéologie qui invoque des arguments naturels? L'idéologie qui invoque des arguments naturels, vous prenez en compte l'essentialisme, il y a plein de trucs, l'évopsie, la sociobiologie, si vous voulez, ça existe, hein, cette saleté, la sociobiologie. Dans le cas des femmes, l'idéologie va loin puisque nos corps, aussi bien que notre pensée, sont le produit de cette manipulation. Nous avons été forcés dans nos corps et dans notre pensée à correspondre, trait pour trait, avec l'idée de nature qui a été établie pour nous. Contrefaite à un tel point que notre corps déformé est ce qu'ils appellent naturel, et ce qui est supposé exister comme tel avant l'oppression. Contrefaite à un tel point qu'à la fin l'oppression semble être une conséquence de cette nature en nous, une nature qui n'est qu'une idée. En gros, c'est évident que vous allez être naturellement inférieur aux hommes, puisque même vos corps le sont soi-disant. Et puis, moi, je suis pas biologiste, hein, mais la testostérone, oh là là, la puissance, et puis les chromosomes, et puis machin. Non, tu dis de la merde, en fait. Toutes les femmes trans, sinon, elles gagneraient les compétitions. Ah, elles ne gagnent pas les compétitions la plupart du temps. Les poils. Ouais. Ou des femmes qui ont plus de testostérone que des hommes. Des femmes qui ont plus de masse musculaire que moi, qui suis un putain de jambonneau. Oui, parce que je suis un gros, au cas où vous n'aurez pas remarqué. Donc, bordel de merde. Oui. L'idée même de... Je me suis comparé à un jambon, je m'imaginais la tronche. Bref, pardon. Mais la voix grave, plein de trucs comme ça. Bref, il y a plein de choses qui... qu'en fait, un corps féminin ou un corps masculin peut avoir. Et c'est d'ailleurs là-dessus que les personnes qui essentialisent les trans, qui essayent de dire oui, c'est contre nature, nanana, machin, en fait, ils disent de la merde. Voilà, ils disent de la merde. Oui, l'histoire des chromosomes, XY, X. C'est ce qu'une analyse matérialiste accomplit par le raisonnement, une société lesbienne l'effectue en fait. Non seulement il n'y a pas de groupe naturel femmes, nous lesbiennes en sommes une preuve vivante physique, mais en tant qu'individus aussi, nous remettons en question la femme, laquelle n'est pour nous qu'un mythe, de même que pour Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Aucun distinct biologique, psychique,
économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. Eh oui, c'est ce que dit Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, hein. Et que Eugénie Bastier n'a pas compris. Parce que oui, Eugénie Bastier, c'est Simone de Beauvoir. Vous étiez pas au courant? Au courant? Ah, le darwinisme social. Non, vous me faites peur, là. Vous me faites peur. Bah, le darwinisme social, c'est la sociobiologie avant l'heure. Ah, en gros, il y a l'idée d'un principe évolutionniste du monde social. D'accord? Vous gardez l'idée? D'accord? En gros, il y a les sociétés arriérées, hein, et puis il y a nous. Voilà, il y a nous. Nous, on est bien. Nous, on est bien blancs, machin, mais attention, c'est pas une question de racisme, hein. C'est juste qu'il y a les arriérés et il y a ceux en haut du podium. Mais dans ceux en haut du podium en eux-mêmes, ben, il y a les arriérés. Parce que ben, eux aussi sont arriérés. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être handicapés. Parce qu'ils peuvent avoir moins d'aide sociale, moins... Ils ont moins, quoi. Donc comment on explique ça? Mieux, comment on arrive à le rendre acceptable? Ben, on dit que c'est une forme de darwinisme social, que le monde social il est fait de winner et de loser. Vous avez gagné le bon jeu de cartes, vous avez perdu avec le mauvais. C'est pratique, hein. La dernière fois, j'ai dîné avec un bourgeois parisien qui me racontait que la société était parfaitement bien divisée selon des critères d'intelligence innés. J'ai passé un super moment. Ouais, j'imagine, hein. J'imagine. Est-ce que tu l'as aidé à... Est-ce que tu l'as aidé au moment où il s'étouffait tout seul, ou tu lui as dit non, mais tu sais, t'es en train de t'étouffer, là je le vois, t'as avalé de travers, hein, mais tu sais, comme l'intelligence, elle est divisée parfaitement dans notre société, je vais te laisser ton intelligence, à toi, d'individu, hein, ton individualité, te sauver tout seul. Voilà. Si quelqu'un décède à cause de moi, à cause de ça, je suis pas coupable, hein. On est bien d'accord. C'est une boutade, je rappelle. Cependant, la plupart des féministes et des lesbiennes féministes, ici et ailleurs, continuent de penser que la base de l'oppression des femmes est biologique autant qu'historique. Certaines d'entre elles prétendent même trouver leur source chez Simone de Beauvoir. La référence au droit maternel, à une préhistoire où les femmes auraient été créées, la civilisation, à cause d'une prédisposition biologique, tandis que l'homme brutal et grossier se serait contenté d'aller à la chasse, à cause d'une prédisposition biologique aussi, hein. Voilà, chasser le mammouth, je suis désolé, ça demande des pectoraux à la Thibaut InShape. Et la symétrique de l'interprétation biologisante de l'histoire que la classe des hommes a produite jusqu'ici. En gros, bah, l'histoire écrite par les hommes pour les hommes, bah, c'est plutôt correct, hein, puisqu'après tout, c'est vrai, on avait ces rôles-là. Elle relève que la méthode même, qui consiste à chercher dans les femmes et les hommes une raison biologique pour expliquer leur division, en dehors de faits sociaux, du fait que cette façon de voir présuppose que le commencement ou la base de la société humaine repose nécessairement sur l'hétérosexualité, elle ne saurait, pour moi, être au départ d'une analyse lesbienne, féministe de l'oppression des femmes. Le matriarcat n'est pas moins hétérosexuel que le patriarcat. Seul le sexe de l'oppresseur change. Cette conception, outre qu'elle reste prisonnière des catégories de sexe, femmes et hommes, maintient de plus l'idée que ce qui seul définit une femme, c'est sa capacité de faire un enfant, la biologie. En fait, que dans une société lesbienne, les faits et les façons de vivre contredisent cette théorie. Il y a des lesbiennes qui affirment que les femmes et les hommes appartiennent à des espèces ou races. Les deux mots sont utilisés de façon interchangeable. Différentes, que les hommes sont inférieurs aux femmes sur le plan biologique, que la violence masculine est un phénomène biologique inévitable. Ce faisant, si nous admettons qu'il y a une division naturelle entre les femmes et les hommes, nous naturalisons l'histoire. Nous faisons comme si les hommes et les femmes avaient toujours existé et existeront pour toujours. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce que nous explique Monique Witting ici, c'est que le piège, justement, dans lequel on peut s'engouffrer en faisant du matriarcat aussi, eh ben, c'est à penser tout simplement que d'une certaine manière, il y a un ordre naturel quoi qu'il arrive. Soit il est en faveur des femmes, dans certains métiers, certaines passions, soit
il est en défaveur des hommes. Vous savez, c'est le fameux truc de... Non, mais le patriarcat, il peut arranger aussi les femmes, parce qu'elles peuvent disposer de la manipulation pour manipuler les hommes. En les caressant dans le sens du poil, elles savent comment les faire tourner dans leur sens. Jean-Michel Incel. Ce que tu dis est merdique. Ouais, bref. Ce faisant, si nous admettons qu'il y a une division naturelle entre les hommes et les femmes, pardon, je relis ma phrase, non seulement nous naturalisons l'histoire, mais aussi, par conséquence, nous naturalisons les phénomènes sociaux qui manifestent notre oppression, ce qui revient à rendre tout changement impossible. Au lieu de considérer, par exemple, que le fait de faire un enfant relève d'une production forcée, nous le regardons comme un processus naturel, biologique, oubliant que dans nos sociétés, les naissances sont planifiées par la démographie notamment. Oublions que nous-mêmes, nous sommes programmés pour produire des enfants, alors que c'est la seule activité sociale, excepté la guerre, qui présente un tel danger de mort. Oui, parce que des femmes meurent de la procréation. Ainsi, tant que nous serons incapables de nous dégager volontairement ou spontanément de l'obligation séculaire de la procréation, à laquelle les femmes se vouent à vie comme à l'acte créateur femelle, le contrôle de la production d'enfants ira beaucoup plus loin que le simple contrôle des moyens matériels de production. Pour ce contrôle, les femmes devront d'abord s'abstraire de la définition « la femme » qui leur est imposée. En gros, ce que ça dit d'une certaine manière, c'est que, grosso merdo, faut arrêter de se normer avec ce genre-là. Arrêtez de penser que vous êtes juste une femme au sens naturel du terme. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que certaines révolutions LGBTI sont hyper importantes au niveau féministe. Parce qu'elles amènent justement de nouvelles perspectives. Comme Monique Witting le note avec le lesbianisme. Coucou. Coucou le lesbianisme. Bref, vous voyez l'idée quoi. Ce que montre une analyse féministe matérialiste, c'est que ce que nous prenons pour la cause et pour l'origine de l'oppression n'est en fait que la marque que l'oppresseur appose sur les opprimés. Le mythe de la femme, en ce qui nous concerne, plus ses effets et ses manifestations matérielles dans les consciences et les corps appropriés des femmes. En gros, finalement, c'est pas vous qui vous définissiez en tant que femme à la naissance, ou même tout simplement dans votre quotidien. Non, non, non. C'est le groupe dominant, notamment les hommes, qui vous rappellent que vous êtes une femme. Et pire encore, certaines femmes y adhèrent tellement qu'elles exercent ce que Bourdieu appelait... Alors attention, Bourdieu à domination masculine, c'est clairement de la merde. Mais dedans, il y a quand même un principe qui est assez intéressant, c'est la violence symbolique. Une adhésion à la violence que vous allez subir toute votre vie et que de toute façon, vous finirez par subir. Sauf que là où Bourdieu, il ne l'explique pas par le fait de dire « c'est tout naturel », là, on l'explique par le fait que le c'est tout naturel, c'est de la merde. Et Bourdieu, lui, il est juste en mode attention, c'est peut-être aussi parce qu'elle joue d'un privilège dans le patriarcat, elle aussi. Ouais, Bourdieu est un incel un petit peu. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je vous conseille la vidéo de Grégoire Simpson sur la domination masculine. Attendez, je vous la mets en lien. Ça va, vous êtes vivant, vivante. Ouais, on adore Grégoire Simpson, évidemment, on l'embrasse. Ah, petit point pub, n'hésitez pas à vous sub à la chaîne, s'il vous plaît. Ça m'aiderait beaucoup. Voilà, sachez-le, si vous avez les moyens, hein, c'est Noël. N'hésitez pas, si vous voulez me faire un cadeau, n'hésitez pas. Sinon, follow la chaîne et partagez. C'est génial. Donc, et d'ailleurs, en janvier, je prépare une émission hebdomadaire de sociologie où on parlera des grands fondements de la sociologie et des méthodes. Voilà. Un auteur, des concepts par émission. Une fois par semaine, le mardi. Bon. Alors...
La marque ne préexiste pas à l'oppression. Colette Guillaumin a montré que le concept de race n'existait pas avant la réalité socio-économique de l'esclavage. En tout cas, pas dans son acception moderne, puisqu'il désignait alors le lignage des familles. En ces temps-là, d'ailleurs, on ne pouvait être que la bonne race, si on en était. En gros, ce qu'elle dit, c'est que cette distinction, ce marquage, il se fait au moment où vous allez exploiter quelqu'un. Que dans un rapport de domination qui va s'exercer. Aujourd'hui, cependant, race et sexe sont appréhendés comme une donnée immédiate. Une donnée sensible, un ensemble de traits physiques. Ils nous apparaissent tous constitués, comme s'il existait avant tout raisonnement, appartenait à un ordre naturel. Mais ce que nous croyons être une perception directe et physique n'est qu'une construction mythique et sophistiquée, une formation imaginaire qui réinterprète des traits physiques, en soi aussi indifférents que n'importe quel autre, mais marqués par le système social à travers le réseau de relations dans lequel ils sont perçus. Il et elle sont vus noirs, par conséquence, il et elle sont noirs. Elles sont vues femmes, par conséquence, elles sont femmes. Mais avant d'être vues de cette façon, il a bien fallu qu'il et elle soient faites noires, faites femmes. Avoir une conscience lesbienne, c'est ne jamais oublier à quel point être la femme était pour nous contre nature, contraignant, totalement opprimant et destructeur, dans le bon vieux temps, devant les mouvements de libération féminine. C'était une contrainte politique, et celles qui y résistaient étaient accusées de ne pas être des vraies femmes. Et dans ces temps-là, nous en étions fiers, puisque dans l'accusation, il y avait déjà comme une ombre de victoire. L'aveu par l'oppresseur qu'être femme n'est pas quelque chose qui va de soi, puisque pour en être une, il faut en être une vraie. Et les autres donc? On nous accusait dans les mouvements de vouloir être des hommes. Aujourd'hui, cette double accusation a été reprise haut la main dans le contexte du mouvement de libération des femmes, par certaines féministes et aussi, hélas, certaines lesbiennes, qui se sont données pour tâche politique de devenir de plus en plus féminines. Pourtant, refuser d'être une femme ne veut pas dire que ce soit pour devenir un homme. Et d'ailleurs, si on en prend pour exemple la Jules, la plus réussie, l'exemple classique de ce qui soulève le plus d'horreur, en quoi son aliénation est-elle différente de l'aliénation de celle qui veut devenir une femme? Bonnet blanc, blanc bonnet, au moins pour une femme, vouloir devenir un homme prouve qu'elle a échappé à sa programmation initiale. Mais même si elle le voulait, de toutes ses forces, elle ne pourrait pas devenir un homme. Oula! Bon. Alors, propos qui a très mal vieilli, parce que, évidemment, là, on peut se dire, mais c'est transphobe! Joyeux sociologue, qu'est-ce que tu lis? Et vous avez pas vraiment tort. Mais en même temps, ce que veut dire cette Monique Witting, c'est que en dehors du passing, parce que je pense pas que les personnes trans sont nommées dans cette question, en dehors du passing, en gros, comment dire? Je pense que c'est la forme biologique que Witting explique, mais la forme biologique, mais aussi sociale d'une certaine manière. En gros, si on sait que vous êtes un homme trans, peut-être que Witting y a pensé, il y a quand même des chances que vous soyez quand même discriminé en tant qu'homme trans. Vous voyez? Parce que vous ne serez pas discriminé en tant qu'homme. Simplement. Parce que homme trans. Et d'ailleurs, c'est un des trucs qui énerve aussi les personnes concernées quand vous les nommez en leur disant, quand vous les invitez, on va dire, à dévoiler leurs pronoms. Genre, est-ce que j'ai un si mauvais passing que ça pour qu'on me demande mon pronom toutes les 5 minutes? Bon, ok, ça vient sans doute d'un bon raisonnement à la base, d'une bonne volonté en tout cas. Mais voilà, vous voyez, il y a quand même une forme de remise en question sur le plan de votre genre. Quels sont tes pronoms? Ah, ça va pas de soi. Car devenir un homme exigerait d'une femme qu'elle ait non seulement l'apparence extérieure d'un homme, ce qui est aisé, mais aussi sa conscience, c'est-à-dire la conscience de quelqu'un qui dispose par droit d'au moins 2 esclaves naturels durant son temps de vie. C'est impossible et précisément un des aspects
de l'oppression subie par les lesbiennes consiste à mettre les femmes hors d'atteinte pour nous, puisque les femmes appartiennent aux hommes. Une lesbienne, donc, doit être quelque chose d'autre, une non-femme, une non-homme, un produit de la société et non pas un produit de la nature, car il n'y a pas de nature en société. Ok, je vois l'idée quand même qui a trait à ça. C'est pas totalement dénué d'intérêt et en même temps, bah, laisse les femmes être libres d'être des femmes aussi. Et laisse les hommes d'être libres d'être des hommes, tout simplement. Trans ou pas trans d'ailleurs. Mais je peux comprendre que derrière le rôle lesbienne, le fait de féminiser ce rôle, ben, ça renvoie toujours à une question de nature féminine. Faut être une femme, on est lesbienne, mais femme avant tout. C'est ça que critique Viting d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en hétérosexualisant qu'il le soit, le jeu des normes lesbiennes. Refuser de devenir hétérosexuel ou de le rester a toujours voulu dire refuser consciemment ou non de vouloir devenir une femme ou un homme. Pour les hommes homosexuels, cela, la plupart des lesbiennes, et même d'autres qui ne l'étaient pas, le savaient même avant le commencement du mouvement lesbien et féministe. Pourtant, comme Andrea Dworkin le souligne depuis quelque temps, de nombreuses lesbiennes ont essayé de plus en plus massivement de transformer l'idéologie, même qui nous a esclavagisés, en une célébration dynamique, religieuse, psychologiquement contraignante du pouvoir biologique femelle. Ainsi, quelques avenues du mouvement lesbien et féministe nous ramènent au mythe de la femme qui avait été spécialement créée pour nous par la classe qui nous domine, grâce à quoi nous retombions dans un groupe naturel. En 1949, Simone de Beauvoir détruisait le mythe de la femme. Il y a 10 ans, nous nous mettions debout pour nous battre pour une société sans sexe. Aujourd'hui, nous revoilà pris au piège dans l'impasse familière du « c'est merveilleux d'être une femme ». En 1949, Simone de Beauvoir mettait précisément en évidence la fausse conscience qui consiste à choisir, parmi les aspects du mythe, que les femmes sont différentes des hommes. Ceux qui ont bon terre et à les utiliser pour définir les femmes. Mettre à l'œuvre le « c'est merveilleux d'être femme », c'est retenir pour définir les femmes les meilleurs traits dont l'oppression nous a gratifiés. Encore qu'ils ne croient pas si bon que ça. Ce n'est pas remettre en question radicalement les catégories hommes et femmes, qui sont des catégories politiques. Cela nous met dans la situation de lutter à l'intérieur de la classe femme. Non pas, comme les autres classes le font, pour la disparition de notre classe, mais pour la défense de la femme et son renforcement. Cela nous mène à développer avec complaisance de nouvelles théories sur notre spécificité. C'est ainsi que nous appelons notre passivité non-violence. Alors que l'essentiel de notre combat politique doit consister à combattre notre passivité. Notre peur, en fait, qui est justifiée. L'ambiguïté du terme féministe résume toute la situation. Que veut dire féministe ? Vous avez 4 heures. Féministe est formé avec le mot femme et veut dire quelqu'un qui lutte pour les femmes. Pour beaucoup d'entre nous, cela veut dire quelqu'un qui lutte pour les femmes en tant que classe et pour la disparition de cette classe. Pour de nombreux autres, cela veut dire quelqu'un qui lutte pour les femmes et pour sa défense, pour le mythe, donc, et son renforcement. Pourquoi a-t-on choisi le mot féministe, s'il recèle la moindre ambiguïté ? Nous avons choisi de nous appeler féministes il y a 10 ans, non pas pour défendre le mythe de la femme ou le renforcer, mais pour nous identifier avec la définition que l'oppresseur fait de nous, mais pour affirmer que notre mouvement est une histoire et pour souligner le lien politique avec le premier mouvement féministe. Je sais même pas qui c'est. C'est ce mouvement donc
qu'il faut questionner pour le sens qu'il a donné au mot féminisme. Le féminisme au siècle dernier n'a jamais pu résoudre ces contradictions en ce qui concerne les sujets de nature, culture, femmes, société. Les femmes ont commencé à se battre pour elles-mêmes en tant que groupe et ont considéré avec raison que toutes les femmes avaient des traits d'oppression en commun. Mais c'était pour elles des caractéristiques biologiques plutôt que des faits sociaux. Elles sont allées jusqu'à faire la théorie de l'évolution de Darwin. Cependant, elles ne pensaient pas comme Darwin, que les femmes sont moins évoluées que les hommes. Mais elles pensaient que la nature des hommes et des femmes avait divergé au cours du processus d'évolution et que la société dans son ensemble reflétait cette dichotomie. L'échec du premier féminisme vient du fait qu'il n'attaquait chez Darwin que l'idée de l'infériorité des femmes, tout en acceptant les fondements de cette affirmation en particulier, l'idée de la femme en tant qu'unique. Ce furent finalement des universitaires femmes, et non pas des féministes, qui détruisirent cette théorie. Quand tu dis Léo, tu parles de... Ah, je vois de qui tu parles. J'ai cru Léo Tire-Vidal. Très basé d'ailleurs. Oui, non mais je vois qui c'est, les vidéos de Léo. Non, c'est juste... ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu parler de Léo. J'espère qu'il va bien d'ailleurs. Les premières féministes n'ont pas réussi à considérer l'histoire comme un processus dynamique qui se développe à partir de conflits d'intérêts. Plus même, elles continuaient de penser comme les hommes, que la cause, l'origine de leur oppression, se trouvait en elles. Parmi les Noirs, on en était plus à cette idée. Et les féministes de ce premier front, après quelques victoires éclatantes, se sont trouvées dans une impasse et ont manqué de raison pour continuer à se battre. Elles soutenaient le principe illogique de l'égalité dans la différence. Une idée qui est en train de renaître en ce moment même. Elles sont retombées dans les pièges qui nous menacent, une fois de plus, le mythe de la femme. C'est à nous, historiquement, donc à définir en termes matérialistes ce que nous appelons l'oppression, à analyser les femmes en tant que classe, ce qui revient à dire que la catégorie femme, aussi bien que la catégorie homme, sont des catégories politiques, que par conséquent elles ne sont pas éternelles. Notre combat vise à supprimer les hommes en tant que classe, au cours d'une lutte de classe politique, non un génocide. Bah oui, hein, contrairement aux hommes qui pensent que les féministes veulent les supprimer, c'est pas le cas. Même si certains, voilà. Mais non. Une fois que la classe des hommes aura disparu, les femmes en tant que classe disparaîtront à leur tour, car il n'y a pas d'esclaves sans maître. Notre première tâche est donc, semble-t-il, de toujours dissocier soigneusement les femmes, la classe à l'intérieur de laquelle nous combattons, et la femme, le mythe. Car la femme n'existe pas pour nous. Elle n'est autre qu'une formation imaginaire, alors que les femmes sont le produit d'une relation sociale. Il nous faut de plus détruire le mythe à l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes. La femme n'est pas chacune de nous, mais une construction politique et idéologique qui nie les femmes. Le produit d'une relation d'exploitation. La femme n'est là que pour rendre les choses confuses et pour dissimuler la réalité des femmes. Pour devenir une classe, pour avoir une conscience de classe, il nous faut d'abord tuer le mythe de la femme, y compris dans ses aspects les plus séducteurs. Il faut voir Virginia Woolf quand elle disait que le premier devoir d'une femme écrivaine, c'est de tuer l'ange du foyer. Ça se discute, je suis assez d'accord. Après, en effet. Parce que pour moi, sociologiquement, ces catégories-là, elles sont intrinsèques à toute forme de domination. Et elle-même, elle le dit d'une certaine manière. C'est la forme de domination qui va, elle, contextualiser et définir une séparation entre des groupes sociaux. Mais c'est pas parce que tu enlèves le mot femme
ou le mythe féminin que malgré tout, tu vas réellement te retrouver sans emprise. Se constituer en classe ne veut pas dire que nous devrions nous supprimer en tant qu'individus. Nous sommes aussi confrontés avec la nécessité historique de nous constituer en tant que sujet individuel de notre histoire. C'est ce qui explique, je crois, pourquoi toutes ces tentatives de nouvelles définitions de la femme se multiplient aujourd'hui. Ce qui est en jeu, c'est une définition de l'individu, en même temps qu'une définition de classe. Et pas seulement pour les femmes, évidemment. Car une fois qu'on a pris connaissance de l'oppression, on a besoin de savoir et d'expérimenter qu'on peut se constituer comme sujet, en tant qu'opposé à objet d'oppression, qu'on peut devenir quelqu'un en dépit de l'oppression. La question du sujet et de l'individu est historiquement une question difficile pour tout le monde. Le marxisme, dernier avatar en date du matérialisme, la science qui nous a formés politiquement, ne veut rien savoir de ce qui nous touche au sujet, de ce qui touche au sujet. Le marxisme a rejeté le sujet transcendantal, la conscience pure, le sujet en soi, constitutif de connaissance. Tout ce qui pense en soi, avant toute expérience, a fini dans la poubelle de l'histoire. Tout ce qui prétendait exister en dehors de la matière, avant la matière, tout ce qui avait besoin de Dieu, d'une âme ou d'un esprit pour exister. C'est ce qu'on appelle l'idéalisme. Quant aux individus, puisqu'ils ne sont que le produit des relations sociales, ils ne peuvent être qu'aliénés dans leur conscience. Marx précise dans l'idéologie allemande que les individus de la classe dominante sont eux aussi aliénés, quoi qu'ils soient les producteurs directs des idées qui aliènent les classes qu'ils oppriment. Mais comme ils tirent des avantages évidents de leur propre aliénation, elle ne les fait pas trop souffrir. C'est assez intéressant parce que déjà le terme même d'aliénation chez Marx est un terme naturalisant. Il y aurait une nature humaine qui serait dévoyée par le capitalisme et par les rapports de pouvoir. C'est assez dommage. Il existe aussi une conscience de classe, mais en tant que telle, cette conscience ne peut pas se référer à un sujet particulier, sauf comme participant des conditions générales de l'exploitation, en même temps que les autres individus de cette classe, qui partagent tous la même conscience. Quant aux problèmes pratiques de classe, avec lesquels, en dehors des problèmes traditionnellement définis comme des classes, on pouvait s'affronter même avec une conscience de classe. Par exemple, les problèmes dits sexuels, qui étaient considérés comme des problèmes bourgeois, qui devaient disparaître avec la victoire finale de la lutte des classes. Individualistes, petits bourgeois, subjectivistes, telles étaient les étiquettes attribuées à toute personne ayant fait preuve de problèmes qui ne pouvaient pas se réduire à être condensés dans ceux de la lutte des classes, proprement dite. C'est ainsi que le marxisme a refusé aux membres des classes opprimées la qualité de sujet. Ce faisant, le marxisme a, à cause du pouvoir politique et idéologique que cette science révolutionnaire a exercé immédiatement sur le mouvement ouvrier et les autres groupes politiques, a empêché toutes les catégories d'opprimés de se constituer comme sujet. Par exemple, comme sujet de leur lutte. Ben oui, principe d'aliénation. Encore une fois, on revient à la même chose. Ben, si vous êtes aliéné, faut pas idéaliser votre groupe. Cela veut dire que les masses n'ont pas combattu pour elles-mêmes, mais pour le parti et ses organisations. Et quand une transformation économique a eu lieu, fin de la propriété privée, constitution de l'État socialiste, il n'y a pas eu de changement révolutionnaire dans la nouvelle société. Pour les femmes, le marxisme a eu deux conséquences. Il les a empêchées de se penser, par conséquence de se constituer comme une classe pendant très longtemps, en faisant échapper au social la relation homme-femme, en se faisant une relation naturelle, sans doute la seule qui soit, avec celle des mères et des enfants, en cachant le conflit des classes des hommes et des femmes derrière une division naturelle du travail. Cela pour le niveau théorique. Dans la pratique, Lénine, le parti, tous les partis communistes jusqu'à ce jour, et toutes les organisations communistes gauchistes
ont toujours réagi à toute tentative de réflexion ou de regroupement de femmes, à partir de leurs propres problèmes de classe, par l'accusation du divisionnisme. « Oh, c'est la division que vous cherchez ? Eh, on est tous ensemble, nous, la NUPES, etc. Hein. Faut pas faire de division. Faut pas les féministes d'un côté, les racisés de l'autre. Non, 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 non. Il faut pas de division. En nous unissant, nous femmes, nous divisions les forces du peuple. C'est que pour les marxistes, les femmes appartiennent soit à la classe bourgeoise, soit à la classe prolétarienne, c'est-à-dire aux hommes de ces classes. De plus, la théorie marxiste ne permet pas plus aux femmes qu'aux autres catégories d'opprimés de se constituer comme un des sujets historiques, parce que le marxisme ne prend pas en compte le fait qu'une classe, ce sont aussi des individus, un par un. Une conscience de classe ne suffit pas. Il nous faut comprendre philosophiquement, politiquement les concepts de sujet et de conscience de classe et comment ils fonctionnent en relation avec notre histoire. Quand nous découvrons que les femmes sont des objets d'une oppression, d'une appropriation dans les moments mêmes où nous pouvons les concevoir, nous devenons des sujets dans le sens du sujet cognitif, à travers une opération d'abstraction. La conscience de l'oppression n'est pas seulement une réaction, une lutte contre l'oppression. Bonsoir Monsieur Hibou, comment vas-tu? C'est Monsieur Hibou, hein, les gens. Ouais, j'ai réveillé quelques personnes, désolé. Bon, là on a parlé beaucoup de termes, on a parlé de marxisme, etc. Je vous rassure, le chapitre est bientôt fini. Là on va arriver à un moment, on s'arrête là hein, pour ce soir pour la lecture, mais je vous lis la fin du chapitre. C'est aussi une totale réévaluation conceptuelle du monde social. Sa totale réorganisation conceptuelle à partir de nouveaux concepts développés du point de vue de l'oppression. C'est ce que j'appellerais la science de l'oppression. La science par les opprimés. Cette opération de compréhension de la réalité doit être entreprise par chacune de nous. On peut l'appeler une pratique subjective, cognitive. Cette pratique s'accomplit à travers le langage. De même que le mouvement de va-et-vient entre deux niveaux de la réalité conceptuelle et la réalité matérielle de l'oppression. Christine Delphi montre que c'est à nous qu'il incombe historiquement d'entreprendre, de définir ce que c'est qu'un sujet individuel en termes matérialistes. À coup sûr, cela semble une impossibilité puisque subjectivité et matérialisme ont toujours été mutuellement exclusifs. N'est-ce pas ainsi pourtant qu'il faut comprendre l'abandonnement par de nombreuses d'entre nous au mythe de la femme? Il s'explique par la nécessité réelle pour nous, toutes, d'atteindre à la subjectivité le mythe de la femme, n'étant que le miroir aux alouettes qui égare notre démarche, c'est-à-dire par la nécessité pour chaque être humain d'exister en tant qu'individu, en même temps que comme membre d'une classe. C'est peut-être la première condition pour l'accomplissement de la révolution que nous voulons, sans laquelle il ne peut y avoir de combat réel, de transformation. Mais potentiellement, sans conscience de classe, il n'y a pas de réel sujet. Seulement des individus aliénés. Cela ne veut pas dire qu'en ce qui concerne les femmes, répondre à la question du sujet individuel en termes matérialistes, c'est d'abord montrer, comme les lesbiennes et les féministes l'ont fait, que des problèmes prétendument subjectifs, individuels privés, sont en fait des problèmes sociaux, des problèmes de classe. Que la sexualité n'est pas pour les femmes une expression individuelle subjective, mais une institution sociale de violence. Mais une fois que nous avons montré que tous les problèmes prétendument personnels sont en fait des problèmes de classe, il nous reste encore le problème du sujet de chaque femme. Prise isolément, non pas le mythe, mais chacune de nous. À ce point, disons qu'une nouvelle définition de la personne et du sujet pour toute l'humanité ne peut être trouvée qu'au-delà des catégories de sexe. Et que l'avènement de sujets individuels exige d'abord la destruction de catégories de sexe, la cessation de leur emploi et le rejet de toute science qui les utilise comme leur fondement.
Pratiquement toutes les sciences humaines d'ailleurs. Détruire la femme, sauf à nous détruire physiquement, ne veut pas dire que nous visions à détruire le lesbianisme, dans la même foulée que les catégories de sexe. Parce que le lesbianisme, pour le moment, nous fournit la seule forme sociale dans laquelle nous puissions vivre libres. De plus, lesbienne est le seul concept que je connaisse qui soit au-delà des catégories de sexe, femmes et hommes. Parce que le sujet désigné, lesbienne, n'est pas une femme, ni économiquement, ni politiquement, ni idéologiquement. Car en effet, ce qui fait une femme, c'est une relation sociale particulière à un homme. Relation que nous avons autrefois appelée le servage. Relation qui implique des obligations personnelles et physiques, aussi bien que des obligations économiques. Les assignations à résidence, corvée domestique, devoirs conjugal, production d'enfants illimitée. Relation à laquelle les lesbiennes échappent en refusant de devenir ou de rester hétérosexuelles. Oui, comme les sujets de leur corps et de leur structure, c'est ça. Désolé, je mettais un peu de temps. Nous sommes transfuges. À notre classe, de la même façon que les esclaves marrons américains l'étaient en échappant à l'esclavage et en devenant des hommes et des femmes libres. C'est-à-dire que c'est pour nous une nécessité absolue, et comme pour eux et pour elles, notre survie exige de contribuer à toutes nos forces à la destruction de la classe, les femmes, dans laquelle les hommes s'approprient des femmes. Cela ne peut s'accomplir que par la destruction de l'hétérosexualité, comme système social basé sur l'oppression et l'appropriation des femmes par les hommes et qui produit le corps de doctrine sur les différences entre les sexes pour justifier cette oppression. En fait, c'est assez intéressant parce que d'une certaine manière, quand elle parle d'hétérosexualité, elle parle aussi d'hétéronormativité. Elle parle du caractère, en fait, que l'hétérosexualité oblitère totalement le fait qu'il est un contenu qui va être contre la jouissance des femmes, tout simplement. Qui va être basé sur leur oppression, sur leur conditionnement. Bon, évidemment, dans les couples, c'est plus compliqué aujourd'hui, où se démocratisent certaines choses, mais mine de rien, l'hétéronormativité jouit quand même d'un certain prestige. Ce qu'elle appellera plus tard dans l'ouvrage, enfin dans le chapitre 3, La pensée Strang, le fait qu'il y a une hétérosexualité, enfin un hétérosexualisme, c'est-à-dire une hétérosexualité qui soit vue comme une vision naturelle du monde. Oui, totalement. Les codes genrés peuvent se reproduire. C'est vrai, c'est vrai. Ça protège pas tout à fait. C'est pour ça que c'est l'hétéronormativité en réalité qui est plus là en question. Mais elle explique bien que l'hétérosexualité en elle-même, c'est ça le problème. C'est un des aspects du problème. C'est que lui-même, il prend en compte cette dimension. Oui et non. Oui et non. Je dirais oui et non. Enfin, ça dépend de chaque individu en fait. C'est pour ça qu'elle dit que les femmes doivent être leur sujet. En tant que groupe social, mais aussi en tant qu'individu. Elles sont le sujet qui sont à même de se retrouver dominées ou non dans ce genre de cadre. Je vais me chercher de l'eau, j'ai hyper soif. Vous imaginez pas. Je reviens tout de suite. Et puis je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Je pense pas que j'ai quelqu'un qui vous raide. Ah bah si, j'ai des... Waouh, il y a des monde ce soir. Eh bah écoutez, je vous envoie, c'est chez Intergalactic qui fait sans doute des choses très drôles. Souvent c'est des films nanaresques qu'ils regardent, mais cet après-midi, regardez, y a-t-il un pilote dans l'avion? Donc très très basé. Donc je vous envoie chez lui. Je vous souhaite une très très belle soirée. C'était Jouer Sociologue. Ciao.
mes blagues ne te font plus marrer, marrer. Quand l'ivresse disparaît, quand l'enfance ne nous concerne plus, jamais. Quand tes fleurs ont fané, quand notre fin nous fait même pas pleurer, pleurer. Quand tu ne rentres pas, quand tu ne rentres plus, jamais. Quand tu ne rentres pas, quand tu ne rentres plus, jamais. Quand le gâteau est à portée, qu'ils se mettent tous à chanter.